Le journal de Télémiroir avec ce soir bien sûr dans les titres les élections européennes et puis leur impact sur la vie locale, modéré l'impact, on verra les résultats, ce que ça donne ici sur Nîmes notamment. Et puis pour commencer le Nîmes Olympique bien sûr et les démêlés entre l'association et la société, des démêlés qui auraient pu avoir des conséquences extrêmement graves, mais ça semble s'arranger. On écoute notamment Jean-Louis Gazot. Le suspense aura donc duré jusqu'au bout. Pour garder sa place en Ligue 2, le Nîmes Olympique se sera donc battu sur le terrain jusqu'à réaliser ce qui ne s'était jamais fait. Mais la partie n'était pas finie. La DNCG, grand comptable de la Ligue de football professionnel, avait annoncé la rétrogradation administrative du club. C'était le 16 mars dernier. Motif ? Le déficit annoncé de l'association Nîmes Olympique, l'autre structure du club. Obligation était donc faite pour Jean-Louis Gazot, le président de la SASP qui gère la partie professionnelle du club, et pour Frédéric Sigal, le président de l'association, de trouver un terrain d'entente avant ce jeudi 11 juin. Date limite fixée par la DNCG. Et aujourd'hui, on ne sait pas où on va être, puisque officiellement, on est déclassé, si je peux dire, rétrogradé. Moi, je pense que ça va s'arranger, les relations avec l'association vont être redéfinies et je suis optimiste. Là, on a fait un code de bonne conduite, je dirais. C'est-à-dire, on est en train de définir les rôles et les responsabilités de chacun, sans quoi on ne pourrait pas fonctionner. Donc, c'est un cahier qui est important, puisque, bon, on vous a parlé de beaucoup d'articles, mais il y a pas mal de pages non plus. On est sur le point d'aboutir sur ça. C'est vrai que nous avons fait des concessions. Bon, Monsieur Sigal en fait aussi, on n'est pas très éloigné. Et je pense que si ça devait échouer, bon, ce serait un coup terrible porté sur le club. On parle de travailler dans la continuité et dans la sérénité. Sérénité, c'est les relations avec l'association. Continuité, c'est de garder un entraîneur pour 3 ans, puisqu'il a re-signé, des joueurs sur une longue durée. Donc, si on garde beaucoup de monde, effectivement, il y aura moins de recrues. Alors, 2, 3, peut-être 4 s'il y en a qui ne re-signent pas. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas demander de travailler dans la continuité et de renouveler. Relations apaisées avec l'association et travail dans la continuité, voilà les engagements d'un Nîmes Olympique nouvelle manière qui aspire à se donner un nouvel élan. Une continuité qui commence par la stabilité du staff. La première année, l'objectif était de monter, la seconde année était le maintien. Alors si on peut faire mieux et moins dans la douleur, on ne va pas s'en priver, c'est une évidence. Mais voilà, ça a été réalisé, c'était l'essentiel. Et voilà, donc la première année, il a fallu reconstruire. La deuxième année, parce que le national a sa particularité de ne pouvoir faire signer que des joueurs 1 an, il a fallu encore reconstruire un petit peu. Aujourd'hui, il faut s'installer tranquillement dans la continuité. Et je pense que le coach, pour ça, a pris une orientation qui est bonne, qui est sage, et on va essayer de la suivre. Ça veut dire pas de recrutement accéléré, que vous allez vous donner le temps d'attendre. Le premier recrutement, c'est les joueurs qui ont joué cette année, comme on l'a dit. C'est d'essayer effectivement de garder l'état d'esprit qui a été mis en place et qui a fait ses preuves. Et puis ensuite de le complémentariser inévitablement si on n'arrive pas à tomber sur des accords avec tout le monde. Ce soir, le président Jean-Louis Gazot s'est montré optimiste sur un accord entre les deux structures du club, la société et l'association. Sauf nouveau coup de théâtre, Nîmes Olympique sera bien en Ligue 2 la saison prochaine. Et en Ligue 2 avec Abderraouf Zarabi qui a signé donc un prolongement de son contrat cet après-midi. D'autres signatures se dérouleront tout au long de la semaine avec encore une fois, comme l'expliquait Philippe Goursat, des joueurs déjà présents l'année dernière. Le seul élu du Languedoc-Roussillon au Conseil européen, à l'Assemblée européenne, ce sera Damien Abad, le jeune centriste du Nouveau Centre. Il est président des jeunes du Nouveau Centre et il est élu dans la région sud-est pour la grande région sud-ouest. Pas d'élu issu du Languedoc-Roussillon, même Éric Andrieux, donc sur la liste PS, est battu. On va faire un tour avec les différents représentants des grandes formations politiques, notamment Jean-Paul Fournier de l'UMP et Yvan Lachaud du Nouveau Centre. Les commentaires s'accordent à dire que le parti du président fait partie des 2 grands gagnants de ces élections européennes. On les écoute. On savait que l'abstention serait forte, elle a été plus forte que ce qu'on pensait. C'est regrettable parce que je pense que les Français n'ont pas pris encore conscience de l'importance de ces élections. Peut-être que la campagne dans certains partis n'a pas été une campagne européenne, je le répète, ce qui n'a pas appelé
les électeurs dans les bureaux de vote. Nicolas Sarkozy est renforcé. Je crois que sa présidence à l'Union européenne a été importante dans ce débat, puisque pendant 6 mois, il a travaillé pour l'Europe et je crois qu'il récolte les fruits du travail qu'il a réalisé pendant ces 6 mois. Donc que de la satisfaction et que du bonheur pour l'UMP. Si on compare aux précédentes élections avec le même taux de pourcentage de votants, on se rend compte aujourd'hui que la majorité présidentielle a fait un bond extraordinaire et qu'en même temps, le centre s'est bien reporté sur la droite et le centre droit. C'est ce que nous souhaitions au nouveau centre, puisque lorsque le président de la République nous avait fait la proposition de faire des listes séparées ou des listes communes, la démonstration est faite aujourd'hui qu'il va aller mieux avoir des listes communes de façon à capitaliser et rassembler tout le monde. Je crois aujourd'hui constater l'effondrement du Parti socialiste. C'est à mes yeux pas un bon signe pour la démocratie. Et puis la forte progression de listes d'écologie, surtout celle menée par Daniel Cohn-Bendit. Un effondrement du MoDem qui ne m'étonne pas, parce que François Bayrou a fait le choix de travailler qu'avec du centre-gauche, donc aujourd'hui il se retrouve sanctionné par ce choix-là. Et puis, bon, regardez aussi que les listes d'hiver droite et d'hiver gauche font quand même des voix, voilà. Mais en tout cas pour nous c'est je crois une satisfaction, en tout cas pour moi c'est une satisfaction parce que ce que nous avons voulu faire depuis maintenant 2-3 ans se concrétise. Il faut que les députés européens aujourd'hui tiennent leur engagement, c'est-à-dire ouvrent des permanences et soient sur le terrain. Un certain nombre d'entre nous, dont je suis, ils seront vigilants. Et les autres grands vainqueurs de ces élections sont bien sûr les listes Europe Écologie portées sur la région Grand Sud-Ouest par José Bové. Il y a également Daniel Cohn-Bendit au niveau parisien. Ils sont en tête ici sur le département du Gard. Ils arrivent second, mais ils sont en tête de la partie plutôt gauche de l'électorat, devant le Parti socialiste, que ce soit à Nîmes, que ce soit dans le Gard. On écoute Sylvain Pastor, c'est le représentant sur le département du Gard des Verts, et il se réjouit évidemment de ce résultat. Bah écoutez, c'est un résultat historique. Alors, je vais quand même être prudent parce qu'on va dire qu'il n'y a quand même pas suffisamment de gens qui sont allés voter, c'est regrettable, mais en même temps ceux qui sont allés voter, on ne va pas leur reprocher d'avoir massivement voté écologiste. C'est un score tout à fait historique ce soir pour l'écologie politique. C'est la première fois en France, dans le Gard, à Nîmes, que les écologistes font un tel score. On est en tête de la gauche dans cette ville et dans ce département. On arrive deuxième derrière l'UMP qui fait un score qui paraît bon, mais en fait on voit que la droite a fait le plein de ses voix, n'a plus aucune réserve. Donc il y a un bel avenir à gauche dans cette ville, dans ce département, dans ce pays, dans cette région aussi bien sûr, avec un logiciel qui est celui de l'écologie politique. Et maintenant, évidemment, il va falloir concrétiser des alliances pour les prochaines élections. Et les Verts et l'écologie politique seront totalement incontournables à l'intérieur. Autre chiffre important, autre grand vainqueur de ce scrutin, le taux d'abstention, un taux record avec 59,35% des électeurs français qui ne se sont pas rendus aux urnes. Et le département du Gard ne fait pas exception à la règle. Olivier Michel. À voter. Avec un taux d'abstention de 59,36%, le département s'inscrit dans la mouvance nationale établie à 59,35%. Seuls 40% des électeurs gardois ont donc ce dimanche pris le chemin des urnes, convaincus de la nécessité de l'acte de vote. Même si on ne vote pas, les européennes vont nous concerner de toute façon. Donc, et je pense que ça passe au-dessus de la France aussi, quoi. Tous les votes sont importants, n'importe lequel. Et j'en ai jamais manqué un, moi, voilà. Ceux qui vont décider de nos existences se décidera aussi au niveau européen, tout simplement. Pour moi, il s'agit de confirmer le non que les Français ont exprimé il y a 4 ans. En fait, c'est l'Europe qui décide de beaucoup de choses aujourd'hui, donc c'est vrai qu'il faut essayer de s'y intéresser un petit peu. C'est pas toujours facile parce que ça nous paraît très très loin, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de lois qui sont maintenant votées au niveau européen, donc c'est important de dire ce qu'on pense, quoi. Preuve d'un sentiment naissant d'euro-citoyenneté, parmi les votants, on notait quelques parents venus avec leurs enfants, ainsi que des premiers votants. Parce qu'il faut s'intéresser à l'Europe en entier, pas qu'à la France. C'est important. C'est le devoir du citoyen. Pour mes droits, pour qu'on puisse appliquer mes droits.
Oui, c'est vrai que c'est important pour moi de leur expliquer l'importance du vote. Beaucoup de gens n'ont pas cette chance. Moi, franchement, je ne serais pas venue voter, mais ma fille, c'est son premier vote, alors je l'accompagne, tout simplement. Mais je ne serais pas allée voter autrement. Malgré un renforcement de la communication pour ce scrutin européen, le taux d'abstention record restera le chiffre marquant de ces élections. On compte en 2009 40,65% de votants contre 42,8% en 2004. L'Europe intéresserait de moins en moins les Français. Vous savez, à chaque fois que l'institution européenne finance des projets, il n'y a personne pour dire bien l'Europe a donné tant de millions d'euros pour tel investissement, tel aménagement, ou ne serait-ce qu'encore que la semaine dernière par rapport à une pépinière d'entreprise. Et derrière le financement, expliquer simplement aux gens quel est le rôle de la politique européenne. Donc aujourd'hui, je pense que dans cette nouvelle mandature, d'ailleurs Xavier Bertrand l'a dit et répété, il faudra des députés européens qui soient proches du terrain, c'est-à-dire à la fois bien sûr à Bruxelles et à Strasbourg pour travailler en commission et sur les dossiers et défendre les dossiers nationaux et les dossiers locaux, mais venir également sur le terrain pour expliquer avec pédagogie le rôle de l'institution européenne. À noter que sur Nîmes, le taux d'abstention dépasse la moyenne nationale à 63,64%. Autant de voix non distribuées, de quoi remettre en cause les campagnes électorales menées par chaque parti, notamment par ceux qui ont perdu le plus. Moins de 18% au niveau national, à peine 12,97% dans le Gard. C'est le score du Parti socialiste, un échec reconnu par les plus hautes instances de ce parti et reconnu également au niveau local. On écoute notamment Fabrice Verdier, toujours au micro d'Alain Belon. Ce qu'on vit dans le Gard, c'est la tendance européenne, avec une poussée des écologistes, une baisse des partis socialistes et la droite qui arrive en tête. Les explications sont multiples. Je crois que d'abord on a fait une mauvaise campagne. Quand on n'arrive pas à convaincre, c'est qu'on a une part de responsabilité. On n'a pas su aller chercher un certain nombre d'abstentionnistes qui n'ont pas jugé utile de voter, en tout cas de voter socialiste. Donc on n'a peut-être pas su suffisamment mobiliser notre électorat. Puis enfin, je crois un vrai déficit d'unité au sein du Parti socialiste qui a déstabilisé les électeurs. Il y a une vraie déception, une profonde déception, c'est que notre camarade et mon ami Éric Andrieux ne soit pas député européen, parce qu'il était en 3e position. Donc la mauvaise nouvelle, la très mauvaise nouvelle au niveau de la région, c'est qu'on n'aura pas de député européen en Languedoc-Roussillon socialiste. Bon, il faudra en tirer les enseignements, les leçons, mais c'est là où réside vraiment la déception. Quand on allait à la rencontre des gens, quand on arrivait à expliquer les enjeux européens et ce que proposait l'ensemble des socialistes européens qui, eux, étaient unis véritablement autour d'un programme commun, le manifesto, on arrivait généralement, on était bien accueillis, on arrivait à recueillir le suffrage, entre guillemets, de ceux que l'on rencontrait. Simplement, si on n'allait pas vers eux, si on ne faisait pas cette démarche, bien évidemment, comme au niveau national, la campagne ne marchait pas aussi bien, on va dire, ils avaient plutôt tendance à se détourner sur soit l'abstention, soit un vote vert. Aussi surprenant pour les observateurs normalement aguerris, le résultat du MoDem, moins de 10% pour les troupes de François Bayrou. On écoute Philippe Bertha, son représentant dans le Gard. Notre score est bien sûr en deçà de ce que nous pensions. Nous tablions sur 11-12%, on se retrouve à peut-être 9% ce soir. Donc c'est une déception, c'est effectivement une campagne qui a été très très dure, où François Bayrou a été la cible, je dirais, de tous. Nous avons reproduit finalement un score du mouvement démocrate. Nous allons garder 6 ou 7 députés ce soir sur les 10 députés que nous avions eus sous une autre étiquette, je le rappelle, puisque le mouvement démocrate finalement n'a que quelques mois d'existence. C'est dommage, nous pensions pouvoir conserver le même nombre de députés. Il va falloir maintenant travailler, toujours travailler, et on est là pour ça. Je crois que le paysage politique ce soir est chamboulé, est différent, la récomposition est inéluctable. Nicolas Sarkozy a réussi ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire qu'il a fait exploser le Parti socialiste, il a fait monter artificiellement les Verts qui effectivement bénéficient de cette opération. Tant mieux pour eux, François Bayrou l'avait dénoncé, l'avait pratiquement annoncé récemment. Mais ce n'est pas bien sûr autour de cela que va se construire l'avenir, donc maintenant il faut que nous y travaillions.
On se réjouit un petit peu plus par contre du côté du front de gauche avec Martine Guéraud, donc la responsable de la Fédération du Gard du Parti communiste français, Parti communiste qui était parti donc à la bataille avec Jean-Luc Mélenchon qui est élu sur la région du Grand Sud-Ouest. Je cite Martine Guéraud, nous avons fait la démonstration qu'il y a une place pour une gauche déterminée et qui, dans le prolongement du mouvement social, œuvre au changement. Le front de gauche, boudé par les médias, récolte les fruits d'une campagne de terrain, de proximité axée sur les enjeux européens. Le contenu que nous portions et la démarche unitaire ont payé face à un NPA parti seul. Notre rassemblement, nouveauté dans le paysage politique, ne doit son score qu'à lui-même. En Languedoc-Roussillon, nous progressons de 9 875 voix par rapport à 2004. Voilà, nous essaierons d'avoir une réaction du Parti communiste français et notamment de ses représentants nîmois avant la fin de la semaine, bien sûr. Tiens, une nouvelle qui en réjouira quelques-uns, ça a été un des grands enjeux de ces élections, mais comme toutes les listes à peu près étaient d'accord là-dessus, c'est la fameuse histoire du vin rosé en mélangeant du vin rouge et du vin blanc. Eh bien, la Commission européenne aura attendu ce lundi, lendemain des élections européennes, pour annoncer qu'elle renonçait à faire adopter par l'Union cette directive donc, qui aurait autorisé ce coupage entre du vin rouge et du vin blanc. Voilà, exit le vin rosé à base de coupage. Voilà, au moins ça c'est fait, c'est gagné. Grève à Carrefour, avec 12 entrepôts sur 20 de Logis10 comptoirs ménagers. C'est une filiale de ce groupe de distribution. Donc parmi ces comptoirs en grève, il y a celui de Nîmes, un mouvement largement suivi selon les organisations syndicales. Et c'est Alain Bellon qui est allé à leur rencontre. Les salariés de l'entrepôt LCM, Logis10 Comptoir Moderne, filiale du groupe Carrefour, se sont mis en grève ce lundi matin à 5 heures. Après une rupture jeudi dernier, des négociations entre la direction et les syndicats. Nous étions en train de négocier au niveau national l'intéressement collectif pour tous les salariés, donc ça comporte 5600 salariés. Et à jeudi, la direction a rompu les négociations. Donc, ce qui veut dire que si aujourd'hui les négociations sont rompues, nous pourrons avoir une perte de 1 200 € sur notre prime d'intéressement. Donc, le mouvement aujourd'hui que nous avons mis en place, qui est national, sur 20 entrepôts de la logistique du groupe Carrefour, nous sommes 12 entrepôts en grève. Sur les 12 entrepôts, il y a entre 85 et 90 de la masse salariale qui est dehors, donc, et la grève qui est aujourd'hui illimitée. Notre objectif, ce n'est pas, encore une fois, donc, de bloquer ou de faire grève pour faire grève, mais c'est pour conserver nos acquis. Donc nous avons aujourd'hui toute une série de primes que nous souhaitons conserver. Donc le mois dernier, on nous a fait sauter nos tickets restaurants. Là, on nous parle de la prime de trajet qui risquerait, elle aussi, de sauter l'année prochaine. Et là, actuellement, on est en train de se battre pour une prime de 1 200 € d'intéressement collectif qui est remis en cause. Donc nous demandons à notre direction donc, de revenir donc, à la table des négociations au niveau national, en sachant qu'on a une date limite qui est fin juin 2009 pour négocier légalement un accord collectif d'intéressement. Après quoi, on n'aurait plus d'intéressement collectif. Après la pégoulade réussie de la feria de Nîmes, c'était pas la semaine dernière, tiens, c'est comme si j'étais encore moi à la feria. C'est Garon qui a débuté sa fête votive par une pégoulade avec contribution des associations du village. Le plus de ce défilé, l'implication personnelle et totale du maire de la commune, Alain Dalmas. Reportage Alain Baudet. À Garon, une fois de plus, les associations ont redoublé d'imagination pour la pégoulade qui sonnait le coup d'envoi de la fête votive ce vendredi 5 juin sous un ciel mitigé. Beaucoup de surprises surtout, des anciens jeunes, les déjantés du TGV, enfin tous, c'est magnifique, c'est merveilleux. Pas moins de 250 participants, ce qui était loin de déplaire monsieur le maire de Garon, Alain Dalmas, qui n'a pas hésité à se costumer pour mieux s'imprégner de l'esprit de la fête. Je suis fier que tous les jeunes participent à cette manifestation. C'est une belle ouverture de fête. J'espère qu'il va faire très beau pour la fête. Hier soir, nous avons eu un très beau spectacle, mais aujourd'hui, toute cette jeunesse
tout ce monde dans les rues, pour moi, est quelque chose de magnifique. Et mes remerciements vont à tout le monde, à tous les Garonnais qui sont là aujourd'hui, vieux, jeunes, tout le monde qui est là. Et encore merci. Le club taurin, plus présent que jamais, a redoublé de ferveur pour donner aux Garonnais un spectacle de qualité. C'est surtout le club taurin qui organise ça, qui met ça sur pied. Et nous avons la joie cette année d'avoir nos voisins de Bouillargues et de Rodillan. Donc petit à petit, on va regrouper du monde et ça va marcher à fond. C'est pas évident de faire marcher tout ce beau petit monde en ordre, non? Non, c'est un petit peu difficile, mais on y arrive, on y arrive. Ainsi, 2 heures durant, et même sous la pluie qui commençait à tomber, le défilé serpenta tout autour du village pour finir devant la mairie, véritable marée humaine, prête à s'éclater sans retenue. Excellent cru 2009 qui marquera les esprits. Voilà, il a mis la barre haute, hein, Alain Dalmas. Moi, j'attends de voir Jean-Paul Fournier avec le t-shirt jaune-vert fluo là, et le chapeau rouge. Voilà, peut-être pour 2010, on ne sait jamais. Allez, des nouvelles plus difficiles. Celle de Jean Chana, c'est le frère de Charles, il est raseteur également. Charles Chana qui avait été grièvement blessé, on se rappelle, l'année dernière avec une lampe qui vient de sauter sur le plateau de Télémiroir. On ne voit plus qu'une partie. C'était l'année dernière avec Vive. Et bien, Jean Chana s'est blessé grièvement ce samedi à Alens dans le cadre d'une course du trophée des espoirs, trophée Avenir Espoir. Il a été blessé par Alossard de la Manade Lagarde. Il a raté le marchepied et a subi 3 coups de corne à la cuisse, dont une qui est remontée au bas-ventre. Rien de vital n'a été touché. Il a été amené à l'hôpital de Marseille, au CHU de Marseille en hélico. Il sera bientôt de retour sur Nîmes. Ça s'est passé sans blessure mais sans récompense pour Matteo Julian qui a participé à Barcelone à une course donnée au profit de la fondation El Roulei et au profit de l'école taurine de Catalogne. Matteo Julian qui était accompagné notamment par Christophe Ché qui vous proposera un reportage sur ce déplacement. Ce sera demain soir dans le journal. Matteo Julian donc a salué au tiers à l'issue de sa prestation. C'est un échec à l'épée qui lui a ôté tout espoir de récompense. Voilà, retour sur ce bel événement, beau déplacement. Ce sera demain soir dans le journal. Allez, il est temps que je m'arrête il est temps pour moi de vous remercier de nous avoir suivis. Sinon, je vais finir dans le noir bientôt. Il n'y aura plus de lumière. À 21h, on vous propose de revoir la belle finale, la belle victoire des filles du HBCN face à des... Tiens, ils changent la lumière et tout. Non, laisse tomber, il n'y a plus rien à faire. On va changer les ampoules. On se remet en place et on vous retrouve demain soir pour le journal. Merci encore de nous avoir suivis. À très très bientôt sur Télémiroir.